Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont voici les titres. L'UNOC se poursuit à Nice, les initiatives se multiplient pour agir en faveur de la préservation des océans et en marge des discussions, Monaco s'est associé à la Space for Ocean Alliance, une initiative visant à renforcer le rôle du domaine spatial dans la protection des océans. Toutes les explications dans ce journal. Nous verrons également que la Foundation for Post-Conflict Development de Monaco a souhaité organiser son propre side event pour apporter elle aussi sa contribution. Et puis nous serons avec Jamila Poidneau, la coordinatrice régionale de la campagne Éco-Gestes Méditerranée qui a pour objectif de sensibiliser le grand public avant la période estivale. Monaco Télécom a lancé ce matin officiellement son chatbot, un assistant virtuel qui utilise l'intelligence artificielle pour répondre aux questions des clients de l'opérateur monégasque. Enfin, notre deuxième invité, Tigran Sedou, viendra nous partager les clés du succès de Big Mama, ce réseau d'enseignes de restauration qui ne cesse de s'étendre. Il était l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation où il est revenu sur cette belle aventure entrepreneuriale. La grande conférence des Nations Unies sur l'océan réunit des chefs d'État, scientifiques et décideurs du monde entier à Nice pour poursuivre la réflexion et engager des actions au service de la préservation des océans. De très nombreuses initiatives et partenariats sont également mis en lumière à cette occasion, et ce jusqu'à la fin de la semaine pour permettre de dégager des pistes de travail. Et il y a un secteur tout particulièrement qui peut apporter beaucoup aux océans. Il s'agit du domaine du spatial. Les explications de Théo Schumer sur des images de Camille Caloni. Le meilleur endroit pour parler d'espace sans décoller de Nice, c'est l'Observatoire. Le lieu a été choisi pour accueillir la Space for Ocean Alliance à l'initiative du CNES, le Centre national d'études spatiales. L'idée lui est venue après avoir été longtemps alerté par les scientifiques que les connaissances spatiales, bien qu'elles permettent de comprendre les milieux océaniques, ne sont pas exploitées à leur juste valeur par les acteurs des milieux maritimes eux-mêmes. L'objectif de l'Alliance est donc de connecter le monde spatial et le monde maritime. Il faut mettre à une même table les acteurs du maritime et du spatial. Faire connaître d'abord les technologies spatiales auprès des acteurs du maritime. Ce sont deux mondes qui se parlent encore trop peu. Et l'espace peut réellement contribuer à la protection des océans avec les surveillances des pollutions en mer, par exemple, de l'évolution du trait de côte. Et donc, il y a un certain nombre de choses que l'espace peut faire pour le maritime. Et donc, il est nécessaire réellement de mettre les deux communautés ensemble afin d'œuvrer de concert pour la protection des océans. L'impact du changement climatique, l'augmentation de la pression anthropique, la pollution par le plastique ou le pétrole, toutes ces données essentielles pour localiser, alerter et comprendre les causes des dangers maritimes pourraient être ainsi mises à disposition des acteurs qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui sont le plus touchés par les dérèglements. Un des objectifs de l'Alliance, c'est vraiment renforcer cette connexion à travers la remontée des besoins, en tous les cas des pays insulaires qui subissent les plus, finalement les pays vulnérables qui subissent plus les impacts du changement climatique, et tout cet écosystème finalement institutionnel mais aussi privé qui travaille dans le monde scientifique, des observations spatiales, et comment faire en sorte que ces données spatiales qui sont riches d'informations combinées à de la donnée in situ, à des modèles digitaux numériques vont permettre finalement l'approvisionnement et le développement de services opérationnels mais co-construits et co-développés à l'échelle des pays et à l'échelle des territoires. Après avoir témoigné au micro et expliqué les problématiques contemporaines sur le sujet, les scientifiques et autres acteurs sont passés à la signature d'une déclaration d'intérêt, un premier pas vers l'action auquel s'est prêté le gouvernement princier de Monaco. Monaco est engagé aussi historiquement en faveur de la protection, de la préservation et de la conservation des océans. Et il se trouve également qu'on a une très bonne coopération avec nos collègues français de l'agence spatiale de CNES. Donc les intérêts de la coopération franco-monégasque et les intérêts poursuivis par Monaco et le prince souverain se sont retrouvés renforcés par cette nouvelle collaboration qui ne prend pas exclusivement place entre la France et Monaco. On est également rejoint par l'agence spatiale des Maldives, celle de Norvège, le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies et de nombreuses autres organisations spatiales et maritime. La déclaration d'intérêt sera présentée ce vendredi 13 juin, dernier jour du sommet sur l'océan, à Peter Thompson, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies à Nice, espérant que ce nouveau projet atteindra lui aussi le sommet du succès.
Et pendant que les discussions battent leur plein à Nice, d'autres sont organisées à Monaco, toujours dans le cadre de l'UNOC. La Foundation for Post-Conflict Development de Monaco a souhaité organiser son propre side event en faveur de la préservation des océans. Elle a réuni ce matin à la Maison des Associations et à distance, en visioconférence, plusieurs associations internationales comme One Water ou le Humanitarian Tracker pour trouver comment apporter leur pierre à l'édifice. Nous écoutons Muriel Bubio, la présidente de la Fondation à Monaco. Elle est au micro de Théo Schumer. Nous allons commencer par un panel de discussion autour de la reconstruction des côtes après les périodes post-conflit et effectivement en quoi est-ce que la résilience est extrêmement importante pour ces communautés et une deuxième action un petit peu plus participative avec une lettre à la mer, Letter to a Sea, portée par One Water. La protection des océans, on pourrait dire que ce n'est pas forcément notre cœur de cible puisque la Post-Conflict Development Association of Monaco ou the Foundation for Post-Conflict Development s'occupe essentiellement des personnes au travers éducation au niveau de la santé, mais on s'aperçoit que si l'habitat marin, les zones côtières sont protégées, où l'on a éduqué également à restaurer ces zones, à faire une pêche durable, c'est toute la communauté qui en bénéficie et donc du coup notre mission qui est d'atteindre une paix durable est facilitée. La période estivale est la plus redoutable pour les mers et océans. L'afflux de touristes constitue une menace et bien souvent une source de pollution ou détérioration pour l'environnement marin. L'initiative Éco-Gestes Méditerranée est présente actuellement à l'UNOC dans l'espace de la Baleine, qui est un lieu de sensibilisation du grand public qui peut le visiter tout au long de la conférence des Nations Unies. Nous sommes avec la coordinatrice régionale de la campagne Éco-Gestes Méditerranée. Bonsoir Jamila Poidneau. Bonsoir. Vous faites partie de toutes ces initiatives et actions qui sont réunies à l'espace dit de la Baleine à Nice. C'est un espace de sensibilisation, c'est cela ? Oui, tout à fait. C'est un espace de sensibilisation avec plusieurs pavillons qui est ouvert au public. Donc il y a plusieurs thèmes qui concernent divers sujets sur la mer, les océans. Et c'est très plein aujourd'hui et il fait très agréable dans la Baleine aujourd'hui. Et en quoi consiste l'initiative Éco-Gestes Méditerranée? Vous préparez en quelque sorte l'été pour qu'il ne soit pas synonyme d'augmentation des pollutions et actions qui vont contribuer à détériorer la Méditerranée et ses rivages? On est sur le terrain dès le début du mois de juillet pour aller à la rencontre des plaisanciers, parce que c'est notre cible principale, pour leur parler de bonnes pratiques de navigation, de nautisme et aussi être à l'écoute de ce qu'ils font, de leurs demandes. Et voilà. Donc on est effectivement mobilisé chaque été pour à la fois passer des informations de bonnes pratiques, appuyer les gestionnaires d'aires marines protégées sur des informations sur la réglementation par exemple, et aussi demander aux plaisanciers de s'engager à nos côtés parce que c'est les premiers acteurs aussi de la préservation de l'environnement marin. Et est-ce que l'on peut avoir quelques exemples concrets de ces éco-gestes qui pourraient changer bien des choses? Ah oui, il y a un thème qui nous tient vraiment énormément à cœur, c'est toute la préservation des herbiers de Posidonie qui sont encore impactés par les ancres des bateaux, des petites unités, tout ce qui est inférieur à 20 mètres. Et la première chose, c'est de leur faire connaître la Posidonie, de leur expliquer ce que c'est comme plante, que c'est une plante protégée, c'est une plante essentielle pour la Méditerranée, qui rend énormément de services sur l'oxygénation de l'eau, sur la captation du CO2, sur l'abri des animaux. Voilà, déjà connaître la plante. Et ensuite, on leur donne aussi des solutions pour de bonnes pratiques d'ancrage et des bonnes pratiques pour ne pas ancrer sur la Posidonie, ne pas y aller. Et ensuite, si on y va, comment ne pas détruire ces prairies-là? Alors là, on parle des adultes, des plaisanciers qui pilotent des bateaux, mais on dit souvent que la sensibilisation, cela commence dès le plus jeune âge. Complètement, donc ça c'est notre métier le reste de l'année, où on fait énormément d'éducation. Là, on est vraiment sur l'éducation à l'environnement,
sur le long terme des enfants. Et par exemple, nous, sur les îles de l'Érins à Cannes, on est sur 150 classes qu'on accueille chaque année pour justement leur inculquer cet amour de la mer, cette connaissance de la mer et de la biodiversité marine. On l'entend, vous ne ménagez pas vos efforts. Est-ce que vous avez le sentiment déjà d'être suivi, d'avoir été entendu ? Oui, franchement, là je vous donne un exemple très concret. J'étais la semaine dernière à Saint-Tropez et j'ai discuté avec les plaisanciers qui étaient sur le port. Et là, le discours, il a complètement changé. Il disait, il y a quelques années, on faisait vraiment pas attention. On jetait même nos déchets par-dessus bord. Et là, ils disent, on peut plus se permettre ce genre de choses. C'est vraiment la mentalité évolue. Maintenant, il faut continuer les efforts parce que la mer, c'est un espace qui se démocratise de plus en plus. C'est un espace qui attire de nouveaux pratiquants, de nouveaux navigants qui ne sont pas complètement au courant de la fragilité de nos écosystèmes méditerranéens. Donc on est là aussi pour les accompagner, pour mieux connaître ces écosystèmes et avoir les bonnes pratiques. Voilà, l'élan est là. Merci Jamila Poidenot d'avoir été notre invitée pour nous présenter ces éco-gestes que l'on peut tous adopter à notre niveau pour préserver nos beaux rivages méditerranéens. Merci. Merci à vous. Enfin, ultime volet de ce large dossier consacré à l'UNOC, une équipe de Monaco Info est montée à bord du bateau musée Art Explora ce matin à Nice. C'est un reportage de Fabien Bonilla et Camille Caloni. Si tu ne vas pas à la culture ira à toi. C'est un peu le concept du festival Art Explora, festival itinérant sillonnant les mers et les océans à bord du premier bateau musée au monde, un gigantesque catamaran, 47 mètres de long, 18 de large et un mât de 55 mètres de haut. Il est actuellement dans le port de Nice. Sur le pont supérieur, un voyage sonore en Méditerranée conçu par le Centre Pompidou et à l'intérieur, une œuvre de réalité virtuelle, la plage de sable étoilé, un conte scientifique et poétique autour de petits organismes marins menacés par l'acidification des océans. Ce bateau culturel permet aux personnes accréditées pendant la conférence des Nations Unies sur les océans de le visiter. Il était assez naturel pour nous de venir ici à l'UNOC parce que nous sommes convaincus qu'au-delà des grands décideurs politiques, au-delà des ONG, des influenceurs qui concourent à défendre les océans, on pense que les artistes, les arts et la culture, ils ont aussi un rôle à jouer pour attirer l'attention, pour élever les consciences et permettre aussi peut-être par des expériences plus sensibles et plus artistiques de création, faire comprendre qu'il y a urgence, qu'on doit se mobiliser. Une exposition sur ce catamaran, mais pas que. Le concept de ce festival Art Explora est de proposer une double exposition. La deuxième partie se trouve au Palais des Expositions de Nice, dans l'antre de la Baleine, avec Psychosphère. Dans la Baleine, on a créé un tunnel immersif, donc c'est une grande expérience immersive avec des écrans LED de très haute définition, un grand tunnel de 17 mètres de long avec 150 mètres carrés d'écran, avec une œuvre réalisée par un artiste danois, Jacob Stinsen. Et là, on est plongé dans les profondeurs de l'océan pour découvrir ce qu'il y a dans des endroits dans lesquels probablement nous n'irons pas de notre vivant, à moins que la technologie fasse de grands progrès, mais enfin, a priori, nous n'irons pas de notre vivant. Donc on va dans les profondeurs de l'océan, découvrir ce qu'il s'y passe. Le catamaran Art Explora est itinérant. Il a été inauguré à Marseille en 2023. Depuis, ce bateau musée a beaucoup navigué. Il a déjà accueilli 250 000 visiteurs. Prochaine destination, en septembre, en Croatie, à Rijeka. Nous poursuivrons notre série de reportages autour de l'UNOC dans notre édition de mercredi. Monaco Télécom innove avec le lancement d'un assistant virtuel développé en partenariat avec la start-up monégasque Altores. Ce projet technologique de plusieurs mois mêle à la fois l'intelligence artificielle, le service aux clients et l'innovation locale. Les explications de Léa Dutrouille sur des images de Julien Logier. C'est une innovation qui va transformer la relation client chez Monaco Télécom. L'opérateur vient de lancer son tout nouvel assistant virtuel développé en collaboration avec la start-up Altores incubée à Monaco Tech. Disponible 24 heures sur 24 et dans toutes les langues, cet assistant intelligent est capable de répondre aux principales demandes des clients en quelques secondes. Une avancée rendue possible grâce à 18 mois de développement menés par Louis Leroux et Tom Haneuse, les deux fondateurs d'Altores. Notre valeur ajoutée, c'est l'accompagnement qu'on offre aux entreprises, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire ce qu'on appelle un accompagnement 360 degrés où on va aller optimiser la donnée, on va faire tout ce qui est
RAG, optimisation, tout ce qui est prompt engineering. C'est vraiment nous qui le mettons en place pour servir le client. Grâce à l'intelligence artificielle générative, l'assistant est capable de comprendre le langage naturel et d'apprendre continuellement au fil des échanges, en respectant bien sûr les données personnelles des clients. Il a déjà plus de 500 clients qui l'ont utilisé, donc manifestement ça répond à une attente. Il ne traite pas de données personnelles des clients. Pourquoi? Parce que ça nécessiterait donc qu'il ait accès de façon automatique à l'ensemble des bases de données de nos clients, et donc pour ça il faudra mettre en place, parce qu'on le fera un jour, une infrastructure entièrement sécurisée et certainement à Monaco ou dans un environnement qui soit complètement contrôlable. Ce qui aujourd'hui n'est pas mis en place et donc nous amène à nous concentrer sur l'exploitation de données publiques, de données qui sortent du site internet, etc. et qui n'incluent pas les données personnelles du client. Également présent sur WhatsApp, le chatbot de Monaco Télécom affiche un objectif clair, offrir une expérience fluide et personnalisée à chaque client. Notre deuxième invité du journal a grandi à Monaco avant de poursuivre ses études supérieures à Paris. Tigran Seydou est à la tête aujourd'hui d'une chaîne de restaurants qui ne cesse de grandir, dont le Giacomo sur les plages du Larvotto. Il vient d'être l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation pour donner une conférence au cours de laquelle il est revenu sur l'histoire de cette success story, conférence qui s'intitulait « La contagion du bonheur ». Bonsoir Tigran Seydou. Bonsoir Patricia. Il est magnifique cet intitulé de conférence, la contagion du bonheur. Entreprendre, ce n'est pas toujours facile, mais pour vous, ce n'a été que du bonheur? Oula, non, pas que du bonheur, mais en tout cas, c'est l'une des missions principales, je pense, de notre métier et de Big Mama, c'est de pouvoir essayer de partager ce bonheur à nos clients. Et c'est ça que je vais essayer de raconter ce soir à la conférence. Comment, à travers notre staff, notre ambiance, notre identité, notre ADN, notre âme qu'on a voulu mettre dans chaque resto, on peut partager voilà, un petit moment de bonheur dans le quotidien des gens. Elle vous a surpris, cette success story Big Mama, tant elle s'est développée rapidement, il faut bien le dire. Oui, on vient de fêter nos 10 ans, donc c'est à la fois une longue aventure humaine, mais qui est passée très très vite. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on était 2, aujourd'hui on est quasiment 3000. On sert plus de 15 000 clients par jour, on a 30 restos dans 7 pays, on fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça a été vraiment une aventure extraordinaire, avec des hauts, des bas, mais en tout cas, voilà, on est dans une boîte de passionnés c'est un métier qui nous prend aux tripes, au sang, et on a envie de refaire 10 ans devant nous comme celle qu'on a fait dans le passé. Et c'est ce que l'on vous souhaite, quel beau et impressionnant parcours. Et pour la petite histoire, je crois que l'on vous a plutôt dissuadé au départ de vous lancer dans ce domaine, hein. On vous attendait plutôt dans d'autres voies. Ouais, alors c'est vrai que c'est aussi un message que j'aimerais véhiculer ce soir et voilà, à l'audience et aux jeunes qui nous entendent. On a vraiment la capacité de pouvoir choisir le destin qui nous attend. Moi, c'était pas forcément la restauration au départ. J'ai fait des études qui n'étaient pas des études d'hospitality. J'ai commencé à travailler dans un milieu plus corporate, dans un milieu plus financier. Puis, par mon expérience personnelle, par plein d'envies, plein de choses, j'ai voulu en fait me diriger vers ce qui me donnait du sens, là où j'avais vraiment envie de m'éclater, de justement d'avoir mon propre bonheur personnel. On revient toujours à cette notion de contagion du bonheur, et pour moi c'était la restauration. Et je ne regrette pas parce qu'on vit voilà, une aventure extraordinaire. Et je le souhaite voilà, à tous les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent de pouvoir vraiment réconcilier l'ambition qu'ils ont envie de faire dans leur vie au destin qui les attend. La contagion du bonheur par l'ambiance, notamment, vous nous l'avez dit. Mais aujourd'hui, les clés du succès, vous estimez qu'elles reposent sur quels facteurs? Les décorations à thème, toutes différentes, les cartes, les produits, l'Italie, ou c'est un peu tout cela aussi? Je pense que c'est une approche assez globale. Je dirais que la mission initiale de Big Mama, qui est toujours d'ailleurs la mission aujourd'hui, 10 ans après, c'était de dire, c'est une mission assez simple, qui était de dire si on fait bon, pas cher, servi avec le sourire dans un bel endroit, en fait, ça sera déjà énorme.
Et on va mettre un focus très très fort sur la qualité d'exécution d'opérations, puisque c'est ça en fait la nature de notre métier de restaurateur. Et on a poussé, en fait, on a tiré le fil de toutes ces choses-là. Donc il y a une première dimension à travers les produits, effectivement, qui est très forte. On a, dès le début, voulu en fait apporter dans la restauration populaire ce qu'on trouvait, la qualité qu'on trouvait dans la haute gastronomie, le sourcing en direct des petits producteurs. Puis il y a une seconde dimension qui a été très forte, c'est la dimension de la culture d'entreprise, du staff. On veut faire des lieux qui ont une âme et on est convaincu que c'est finalement ceux qui animent les restaurants qui vont véhiculer cette âme. Et la troisième dimension de ce triptyque, c'est l'atmosphère, c'est une expérience très immersive, très expérientielle à travers le design, l'ambiance des restaurants qui sont grands, très immersifs et qui sont tous différents. Et c'est vrai que ça, c'est une conviction qu'on a eue depuis le départ chez Big Mama, qui était de dire le jour où on pense qu'on a une recette clé du succès, le jour où on pense que Big Mama ça marche, en fait on est mort. Et donc ça a toujours été d'avoir une approche très d'entrepreneur. Quand vous dites voilà quelle recette, quel succès magnifique, quand on ouvre le 30e restaurant, on est en train là cette semaine d'ouvrir le 30e restaurant du groupe à Manchester, je peux vous dire que j'ai la boule au ventre de la même manière que quand j'ai ouvert le premier restaurant il y a 10 ans, parce qu'on innove, parce qu'on prend des risques, parce qu'on fait des choses différentes, et c'est ça aussi qui rend cette aventure aussi excitante. Aujourd'hui, comment Exactement. entrevoyez-vous l'avenir? Quelles ambitions et quelles perspectives vous animent, Tigran Seydou? Vous nous avez parlé de Manchester, je crois qu'il y aura une ouverture imminente à Londres aussi, à Canary Wharf, c'est ça? Mais au-delà même? Ouais. Donc juin, là, c'est assez chargé puisqu'on a 2 grosses ouvertures de resto, une à Manchester et une à Londres. Le UK devient le premier pays pour le groupe après cette année-là, devant la France. Et l'ambition, c'est de continuer à développer l'Europe. Alors on a à la fois une grande ambition toujours européenne, c'est probablement de doubler nos restaurants en Europe dans une dizaine de pays différents, mais surtout 2025 est une année extrêmement importante pour nous puisqu'on ouvre 2 nouveaux continents. On ouvre un premier restaurant à Dubaï en fin d'année, dans le quartier d'IFC au sein du Ritz, et avec un très 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 beau projet qu'on a construit maintenant depuis 2 ans. Et les États-Unis, qui est un peu l'Eldorado américain, qu'on prend avec la plus grande humilité du monde puisqu'on sait que c'est très difficile d'y aller, mais ça fait maintenant 2 ans qu'on y passe beaucoup de temps, qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et je vais d'ailleurs aller y habiter quelques années, pour pouvoir essayer de lancer l'aventure Big Mama là-bas. Et effectivement, les États-Unis, c'est un marché colossal, il y a énormément de choses à construire, à faire là-bas. Donc ça nous projette encore pour des très belles années devant nous. C'est le next step de la contagion du bonheur. Merci Tigran Seydou d'avoir été notre invité à l'occasion de votre passage à Monaco pour donner cette conférence à l'invitation de la Monaco Méditerranée Foundation. Merci. Merci à vous. C'est officiel, on connaît les dates du calendrier de la FIA pour 2026. Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco aura lieu le 7 juin, un peu plus tard dans la saison par rapport aux années précédentes. Petite surprise, le Grand Prix d'Imola en Italie disparaît du calendrier, remplacé par une nouveauté, le Grand Prix de Madrid. Les femmes cultivent elles aussi leur réseau. Le Monaco Women Network collectif engagé pour la visibilité et la solidarité professionnelle féminine vient d'organiser une rencontre exclusive à l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Chantal Beauvois en était l'invitée d'honneur. Un rendez-vous où ambition rime avec transmission. Regardez ce reportage de Léa Dutrouille et Alexandra Marangoni. Créé il y a plus de 10 ans, le Monaco Women Network défend un principe simple, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Mentorat, partage d'expériences et collaboration, chaque événement est pensé comme un accélérateur de confiance. Aujourd'hui, c'est Chantal Beauvois qui incarne ce leadership à la monégasque en animant cette conférence 100% féminine. Tout en faisant part de son expérience, elle manipule saphirs birmans, diamants et autres pierres précieuses et bijoux exceptionnels. À titre d'exemple, cette bague en or jaune, 18 carats, est estimée entre 250 000 et 300 000 euros. Ça a été de défendre mon métier. Parce que lorsque j'ai commencé, c'était un métier qui était exclusivement réservé aux hommes. Nous étions pour toute la France seulement 2 femmes à être experts en bijoux. Ce qui est bien, c'est que ce soit des femmes à Monaco qui sont mobilisées pour la défense justement des métiers féminins et des engagements féminins en général. Si l'événement se veut convivial, les enjeux, eux, sont stratégiques. Créer une chaîne de soutien durable et faire émerger une nouvelle génération de femmes influentes à la mesure de la principauté.
Avec la période estivale qui s'installe, les établissements hôteliers de restauration monégasque lèvent le voile sur leur offre saisonnière. Et si vous êtes fervent des après-midi sur la plage au soleil, le Méridien a pensé à vous, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage, signé Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Le Méridien Beach Plaza possède sa plage privée, une plage ouverte pas seulement aux résidents de l'hôtel mais à tous ceux qui souhaitent goûter aux différentes prestations. Piscine, transat, sauna, salle de sport, ça s'appelle la plage Enmore, le tout dans un écrin précieux au sein d'une aire marine protégée. C'est l'aire marine protégée du Larvoto, première au monde en milieu urbain. Donc déjà ça valorise aussi l'hôtel. Et après, il y a tellement de mesures qui sont mises en place par l'association monégasque pour la protection de la nature, nous sommes gestionnaires des aires marines protégées, mais aussi l'État, le gouvernement, la direction de l'environnement, la direction des affaires maritimes. Donc du coup, c'est un lieu qui est relativement sain par rapport à d'autres endroits ailleurs. Et quand vient l'heure de se restaurer, la clientèle peut compter sur un large choix de cuisine et d'ambiance au sein de l'établissement. Exemple sous les pins du Muse qui a mis à jour sa carte pour l'été. C'est une carte de partage. On est sur de la fraîcheur, on a voulu changer un peu notre fusil d'épaule en travaillant beaucoup plus le côté végétal, le légume et vraiment s'amuser autour de ça. Donc on a un joli panel de légumes avec la pastèque qui devient vraiment une signature de l'été, le chèvre frais aussi qu'on a retravaillé, l'aubergine qui est une très belle vente aussi, un super plat qu'on a eu ces dernières années, qu'on a continué à mettre en place. On veut une cuisine vraiment décontractée, très simple, très facile, très visuel aussi. Le client comprenne quand il a un espadon, qu'il voie l'espadon, la tomate, qu'on voie la tomate aussi. Et voilà, ça passe par un choix de produits et un peu de technique. D'autres nouveautés sont attendues. L'été ne fait que commencer au Méridien Beach Plaza. Le Méridien Beach Plaza qui offre une vue imprenable sur la Méditerranée, cette mer qui nous est si chère. C'est aujourd'hui la journée de la Méditerranée justement à l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan. L'occasion pour nous de vous proposer les plus beaux clichés des photographes de la direction de la communication. C'est sur cette ode à la Méditerranée que se referme ce journal. Dans un instant, les prévisions météo de Théo Schumer. À demain, 19h sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Je vous apporte de bonnes nouvelles. Les conditions sont idéales en ce moment sur la Côte d'Azur. Encore du beau temps à prévoir pour les jours à venir et bien au-delà. Demain matin, vous aurez grand soleil également l'après-midi. Seul petit détail que l'on pourrait éventuellement relever, c'est le vent qui pourrait souffler un peu par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Côté température, les valeurs sont également de saison avec 21 degrés en matinée et jusqu'à 26 degrés au plus fort de la journée. La température de la Méditerranée atteindra quant à elle 23 degrés. Demain, nous fêterons les Barnabés et ce sera également la journée nationale du dépistage du cancer de la peau. Information importante à ce sujet, sachez que chaque année, entre 140 et 245 000 nouveaux cas sont diagnostiqués en France. C'est considérable, les cancers cutanés sont parmi les plus fréquents et dans plus de 85% des cas, ce n'est pas une surprise, ils sont dus à une exposition excessive aux UV naturels ou artificiels, d'où l'importance de bien se protéger face au soleil avec une bonne dose de crème solaire. Alors que l'été arrive à grands pas, c'est toujours bon de le rappeler. Excellente suite de programmes sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.